et chaque jour elle observe. Lors d'un arrêt, une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par cœur. Elle a même donné un nom à ses occupants, qu'elle voit derrière la vitre. Pour elle, ils sont Jason et Jess, un couple qu'elle imagine parfait, heureux, comme Rachel et son mari ont pu l'être par le passé, avant qu'il la trompe, avant qu'il la quitte. Rien d'exceptionnel, non. Juste un couple qui s'aime. Jusqu'à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. Que se passe-t-il? Jess tromperait-elle son mari? Rachel, bouleversée de voir ainsi son couple modèle, risquait de se désintégrer comme le sien, décide d'en savoir plus sur Jess et Jason. Quelques jours plus tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre la photo de Jess à la une des journaux. La jeune femme, de son vrai nom, Megan Ibuel, a mystérieusement disparu. Numéro 1 des ventes en Angleterre et aux États-Unis, critique unanime, droit d'adaptation acheté par Steven Spielberg tout de même. Ce premier roman est la révélation de l'année. Il y a également Stephen King qui a donné son avis. Un suspense formidable qui m'a tenu éveillée jusqu'au bout de la nuit. Il y a également Laura Kakishke, une auteure dont j'ai lu certains livres, qui a dit « Préparez-vous à être ensorcelé, à devenir obsessionnel. La fille du train est le genre de livre que vous allez conseiller à tous ceux que vous connaissez pour avoir le plaisir de partager cette obsession. » Dans l'histoire, un personnage principal qui se nomme Rachel, elle a une vie un peu particulière. Elle est alcoolique et a des amnésies à cause de ça. Elle est séparée de son mari Tom et continue d'avoir des liens. Lui, de son côté, il s'est remarié, il a eu une fille. Et Rachel, elle adore prendre le train et observer l'environnement, toujours le même trajet. Elle observe une maison, comme expliqué dans le synopsis, avec un couple qui semble la passionner. Et de là va s'enchaîner toute l'histoire. En tant que lectrice, je décrirais ce roman comme un puzzle psychologique qui est conté par un narrateur non fiable. Il nous donne plusieurs perspectives et situations. On est placé dans l'intimité dérangeante des personnages. Chaque personnage a une page qui lui est dédiée. Quand il s'agit de Rachel, on a une dizaine de pages qui ne parlent que d'elle. Ensuite c'est Megan, ensuite c'est la femme de Tom. Paula Hawkins a utilisé une écriture fragmentée de manière volontaire pour mimer les pertes de mémoire de Rachel, ce qui fait qu'en tant que lecteur, on a vraiment cette sensation qu'elle nous partage des choses sans qu'on puisse vraiment savoir chaque fois. Et c'est ça qui est bien dans ce livre. Il y a une atmosphère de paranoïa domestique présente dans pratiquement tout le roman. Dans le film, le personnage de Rachel est joué par Emily Blunt, une actrice britannique très célèbre. Je ne suis pas forcément fan de son jeu d'acteur, mais dans mes souvenirs, je trouve qu'elle avait bien interprété le rôle de Rachel. Voilà pour
avancer dans le petit bois vide, un peu plus haut, près de la berge. Peut-être que ce sont des ouvriers qui travaillent sur cette partie des rails, qui les ont laissés là. Ce ne serait pas la première fois. Peut-être que c'est autre chose. Ma mère répétait à l'envi que j'avais une imagination débordante. Tom aussi me le disait. Je ne peux pas m'en empêcher. Dès que j'aperçois des haillons abandonnés, un t-shirt sale ou une chaussure isolée, je pense à l'autre chaussure et aux pieds qu'elles enveloppaient. Un crissement strident, puis le train s'ébranle et repart. La petite pile de vêtements disparaît de ma vue et nous roulons pesamment vers Londres, à la vitesse d'un jogger bien entraîné. Quelqu'un dans le siège derrière le mien, irrité, pousse un soupir impuissant. La lenteur du 8h04 qui va d'Ashbury à la gare de Stone est capable de faire perdre patience au banlieusard le plus désabusé. En théorie, le voyage dure 54 minutes. En pratique, c'est une autre histoire. Cette portion de la voie de chemin de fer est une antiquité, décrépite, en perpétuel chantier, émaillé de feux de signalisation, défectueux. Au ralenti, le train passe en chaos dense, près d'entrepôts et de châteaux d'eau, de ponts et de cabanons, des modestes demeures victoriennes qui tournent fermement le dos au rail. La tête appuyée contre la vitre du train, je regarde défiler les maisons, comme un travelling au cinéma. J'ai une perspective unique sur elles. Même leurs habitants ne doivent jamais les voir sous cet angle. 2 fois par jour, je bénéficie d'une fenêtre sur d'autres vies, l'espace d'un instant. Il y a quelque chose de réconfortant à observer des inconnus à l'abri chez eux. Un téléphone sonne, une chansonnette incongrue, trop enjouée pour ce trajet. La personne met du temps à répondre et la sonnerie retentit longuement dans l'atmosphère. Autour de moi, mes compagnons de voyage remuent sur leur siège, froissent leur journal et pianotent sur leur clavier d'ordinateur. Le train fait une embardée et penche dans le virage avant de ralentir en approchant du feu rouge. J'essaie de ne pas lever les yeux, de me concentrer sur le quotidien gratuit qu'on m'a tendu alors que j'entrais dans la gare. Mais les mots se brouillent devant moi et rien ne parvient à capter mon attention. Dans ma tête, je vois toujours cette petite pile de vêtements au bord des rails, abandonnés. Soir, mon gin tonic en canette frémit quand je le porte à mes lèvres pour en prendre une gorgée fraîche et acidulée. Le goût de mes toutes premières vacances avec Tom dans un village de pêcheurs sur la côte basque en 2005. Le matin, on nageait les 500 mètres qui nous séparaient d'une petite île pour aller faire l'amour sur des plages secrètes. L'après-midi, on s'asseyait au bar et on buvait les gin tonic amers, très alcoolisés, en regardant des nuées de footballeurs du dimanche faire des parties à 25 contre 25 sur le sable mouillé. Je prends une autre gorgée, puis une troisième. La canette est déjà à moitié vide. Mais ce n'est pas grave. J'en ai 3 autres dans le sac en plastique
C'est vendredi, alors je n'ai pas à culpabiliser de boire dans le train. Super, c'est le week-end, en route pour l'aventure. D'ailleurs, à en croire la météo, ça va être un très beau week-end. Un soleil radieux dans un ciel sans nuages. Avant, on aurait peut-être pris la voiture jusqu'à la forêt de Corley avec un pique-nique et des journaux. Et on aurait passé l'après-midi allongé sur une couverture à boire du vin, la peau tachetée par les rayons du soleil, s'insinuant entre les feuilles des arbres. On aurait pu organiser un barbecue dans le jardin avec des amis, ou aller aux roses, sur les tables, à l'extérieur, laisser la chaleur nous rougir le visage. Au fil des heures, on serait rentré à pied en zigzagant, bras dessus, bras dessous, avant de s'endormir sur le canapé. Un soleil radieux dans un ciel sans nuages, personne à voir, rien à faire. Vivre comme je le fais, c'est plus difficile l'été. Avec ces journées si longues, si peu d'obscurité, où se dissimuler, alors que les gens sortent se promener. Leur bonheur est si évident que c'en est presque agressif. C'est épuisant, et c'est à vous culpabiliser de ne pas vous y mettre, vous aussi. Le week-end s'étire devant moi, 48 longues heures à occuper. Je porte de nouveau la canette à mes lèvres, mais elle est déjà vide. Lundi 8 juillet 2013, matin. Quel soulagement d'être de retour dans le train de 8h04. Ce n'est pas que je sois particulièrement impatiente d'arriver à Londres pour commencer ma semaine. Je n'ai même pas vraiment envie d'être à Londres du tout. Non, j'ai juste envie de me caler au fond du siège en velours doux, avec la tiédeur du soleil à travers la vitre, la voiture qui balance d'avant en arrière et d'arrière en avant, le rythme rassurant des roues sur les rails, quand je suis là à regarder les maisons qui bordent la voie. Il y a presque nulle part où je préférerais être. Sur ce tronçon, il y a un feu de signalisation défectueux à la moitié du trajet. Enfin, j'imagine qu'il doit être défectueux parce qu'il est presque toujours rouge. On s'y arrête quasiment tous les jours, parfois quelques secondes, parfois plusieurs minutes d'affilée. Si je suis installée dans la voiture D, comme presque à chaque fois, et si le train s'arrête au feu, comme presque à chaque fois, j'ai une vue parfaite sur ma maison favorite, près des rails, celle qui se trouve au numéro 15. Elle ressemble à toutes les autres maisons qui longent la voie. C'est une demeure victorienne, mitoyenne à un étage, avec un étroit jardin bien entretenu qui s'étend sur 6 mètres jusqu'à un haut grillage. Un cours no man's land sépare ce dernier des rails. Je connais cette maison par cœur. J'en connais chaque brique, la couleur des rideaux dans la chambre du premier, beige avec un motif bleu foncé. Je sais que la peinture du cadre de la fenêtre de la salle de bain s'écaille et qu'il manque 4 tuiles sur une portion du toit, côté droit. Je sais que les chaudes soirées d'été, les habitants de cette maison, Jason et Jess, sortent parfois par la fenêtre, à guillotine, pour aller s'asseoir sur un balcon improvisé, un bout de toit qui avance là où ils ont fait agrandir la cuisine. C'est un couple parfait, un couple en or. Lui a des cheveux bruns
son café, surtout l'été. Parfois, quand je l'aperçois, j'ai l'impression qu'elle peut me voir, elle aussi, qu'elle me regarde droit dans les yeux, et ça me donne envie de lui faire signe, mais je n'oserai jamais. Je vois moins souvent Jason, parce qu'il est régulièrement en déplacement pour le travail. Même quand ils ne sont pas là, je pense à ce qu'ils doivent être en train de faire. Peut-être que ce matin, ils ont tous les deux un jour de congé et qu'elle fait la grasse matinée au lit pendant qu'ils préparent le petit déjeuner. Ou peut-être qu'ils sont allés courir ensemble. Parce que c'est un couple à faire ce genre de choses. Tom et moi, on allait courir le dimanche. Moi un peu plus vite qu'à l'accoutumée et lui moitié moins pour qu'on puisse rester côte à côte. Peut-être que je l'ai assis à l'étage, dans la chambre d'amis, occupé à peindre. Peut-être qu'ils prennent une douche ensemble, ses mains à elle appuyées contre le carrelage au mur, tandis que lui pose les siennes sur ses hanches. Le soir, je tourne le dos au reste de la voiture et je me tourne légèrement vers la vitre pour ouvrir une des petites bouteilles de chenin blanc que j'ai acheté à la petite épicerie de la gare de Stone. Il n'est pas frais, mais ça fera l'affaire. J'en verse dans un gobelet en plastique avant de revisser le bouchon et de ranger la bouteille dans mon sac à main. C'est mal vu de boire dans le train le lundi, à moins d'être accompagné, ce qui n'est pas mon cas. Je retrouve souvent des visages familiers dans le train, des gens que je vois toutes les semaines, qui vont et qui viennent, eux aussi. Je les reconnais et j'imagine qu'ils me reconnaissent aussi. Cependant, je ne sais pas s'ils sont capables de savoir ce que je suis. C'est une superbe soirée, l'air est chaud, sans être étouffant. Le soleil entame sa descente paresseuse vers l'horizon. Les ombres s'agrandissent et la lumière commence tout juste